C'est le 3 septembre dernier que les 2 prix BD belges ont élu leurs lauréats. Le prix Raymond Leblanc 2015, le prix est attribué à Madame Aude Mermilliotte pour Les reflets changeants. Le prix Raymond Leblanc, qui soutient la création en attribuant un prix à de jeunes auteurs de BD, a récompensé Aude Mermilliotte. Son projet sera édité aux éditions du Lombard pour paraître en 2016. On a choisi un projet qui puisse intéresser au plus grand, plus large public. C'est un projet mûr, réfléchi, très intéressant, je pense, même pour les lecteurs qui ne sont pas des lecteurs habituels de bande dessinée. C'est peut-être ça qui nous a fait choisir ce projet au-delà des autres, qui avait aussi des grandissimes qualités. Le prix Diagonale le Soir, dont le jury est composé du journaliste Daniel Couvreur et de grands noms de la BD dont Dufaux, Vanham, Covin, Herman et d'autres artistes prestigieux, a quant à lui décerné 3 prix. Pour le meilleur album, le tome 1 du Château des Étoiles d'Alex Alice. Pour la meilleure série, Gungo de Van Koeman et Van Kersberg, et récompensé pour l'ensemble de son œuvre, l'auteur Étienne Davodo. A noter qu'une expo lui est actuellement consacrée jusqu'au 17 octobre à la Maison de la BD, à Blois, dans le Loir-et-Cher. Le Centre belge de la bande dessinée fête le premier anniversaire de la revue 64 pages en accueillant son exposition Noces de papier. La revue s'est choisie comme mission d'encourager la création en BD en offrant aux jeunes auteurs un espace d'expression. Une plateforme tremplin donc pour se confronter aux lecteurs et démontrer tout leur savoir-faire, sans limite de technique ni de sujet. L'exposition présentée au CBBD propose les planches originales de 23 jeunes auteurs. À découvrir avec curiosité jusqu'au 11 octobre. Le magazine Pif Gadget refait parler de lui. En effet, au début de l'été, nous avons eu la joie de redécouvrir Pif et tous ses amis dans une édition hors série du magazine intitulée pour l'occasion Super Pif. Un numéro unique de 192 pages qui reprend la réédition d'aventures parues dans les années 70 et 80 et la création de nouvelles histoires dessinées pour l'occasion. La rentrée nous a amené le 14e album de Titeuf après 3 ans d'absence. Il revient, mais pas tout à fait comme avant. Titeuf devient en effet adolescent avec au programme angoisse, bouton d'acné, premier poil, histoire de fille et autres plaisirs juvéniles. Une seule histoire longue au cours de laquelle Titeuf traverse une succession de situations qui mettent en scène les questionnements liés au passage de l'enfance à l'adolescence. Le 30 septembre, les éditions Casterman publieront le très attendu nouvel album de Corto Maltese, intitulé « Sous le soleil de minuit ». Après 20 ans d'absence, le duo Canales et Pelleggero a ainsi la lourde tâche de rallumer le flambeau laissé éteint par Hugo Pratt. La première planche, publiée par Le Figaro en juin, nous a rappelé la complicité et l'amitié liant Corto et Rasputin et nous a surtout fait découvrir un dessin qui s'adapte parfaitement à l'univers du marin. Vivement que l'on puisse tourner cette première page. Parler de Walking Dead ne m'ennuie pas. Je sais que dessiner des zombies est à peu près tout ce que je fais depuis les 12 dernières années. Si ce n'était pas pour The Walking Dead, vous ne seriez pas là et je ne serais pas ici en train de vous parler. Cela a fait de moi un artiste reconnu. Mais ce que j'aime que les gens sachent, c'est que j'ai eu une carrière pendant une dizaine d'années avant The Walking Dead. Et qu'il y a beaucoup de choses qui en sont sorties. Et j'espère que je ferai encore beaucoup de choses après. Je pense que comme pas mal de gens, j'ai été associé à la BD d'horreur un peu par accident, parce que j'ai dessiné The Walking Dead. J'aime l'horreur, il n'y a pas de secret à ce sujet. J'adore les films de zombies, même si je ne trouve pas que ce soit les meilleurs films du monde. Ce qui m'a attiré dans The Walking Dead, ce n'est pas les zombies uniquement.
Ce qui m'a fait lire et apprécier les 2 premiers scripts que Robert Kirkman a écrits, c'est simplement la manière dont il a écrit les personnages. Pas avec les diverses attaques ou les scènes de carnage. Ça, c'était secondaire pour moi. Il arrive que nous faisions plusieurs numéros sans montrer un seul zombie, et je ne pense pas que cela dérange les fans. Je pense que tous les fans sont plongés dans les personnages maintenant, et donc pas tellement focalisés sur des pages et des pages de destruction de zombies. Je pense que si nous avions fait cela, nous aurions sorti 12 numéros, et on en serait resté là. Robert et moi avons discuté à plusieurs reprises, et je n'avais aucune idée de tout ce qu'il faisait, jusqu'à ce qu'il m'envoie un email dans lequel il m'a juste demandé « Es-tu intéressé de travailler sur cette petite série sur les zombies que j'écris ? Voici les 6 premiers numéros. Tony Moore, le dessinateur d'origine, a décidé de partir. Es-tu intéressé ?» C'était une de ces choses étranges à laquelle j'aurais pu facilement dire non si j'avais été occupé à travailler sur quelque chose d'autre. Mais heureusement, il m'a envoyé cet email entre 2 boulots. Je venais tout juste de terminer un Batman et donc j'ai dit oui, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Ce n'était pas que ça. Je veux dire, le script était bon. Si le script avait été mauvais, et même si je n'avais rien eu d'autre à faire, j'aurais probablement décliné. Car évidemment, à l'époque, c'était Image. Et Image avait comme réputation à ce moment-là d'être un petit studio indépendant, qui avait perdu le rayonnement des 6 ou 7 artistes originaux qu'il avait lancés. Donc la question était de savoir si j'avais vraiment envie de travailler pour ce petit studio, alors que je venais de Marvel et DC. Et puis, eh bien, Dieu merci, j'ai dit oui. Eternal thankfulness. I just said yes. Nous devons nous rappeler que la télé est complètement différente de la bande dessinée. Je veux dire, bien sûr, il y a plusieurs similarités. Nous sommes des cousins très proches de l'industrie de la télé et du cinéma, notamment parce que nous utilisons la narration séquentielle. Mais il y a aussi beaucoup de différences. Du coup, je ne me suis jamais attendu à ce que la série télé suive religieusement le comics. La série télé doit suivre son propre chemin. Ça la rend un peu plus excitante. Ça lui donne de l'intérêt à la regarder. Ça me donne envie de la regarder. Mais aussi parce que Robert y est très impliqué. Je ne m'inquiète pas que les choses puissent être entre de mauvaises mains. Elles sont dans de très bonnes mains. Et cela reste agréable de savoir que notre petit comics guide toujours la trame principale de la série télé. Quand j'étais jeune, je faisais à peu près ce que je fais maintenant. Aussi loin que je me souvienne, j'ai dessiné des comics. Quand j'avais à peu près 6 ans, mon père m'a acheté le premier numéro de Mighty World of Marvel. Et à partir de ce moment où mon père m'a acheté ce seul comics, j'ai continué à les collectionner. Je pense que mon plan de carrière était fait. Ensuite, j'ai fait la même chose que quasiment tout le monde dans le milieu, me rendre dans plusieurs conventions en Angleterre avec mon portfolio sous le bras. J'ai été chanceux à l'époque parce que quand j'étais en train d'essayer de rentrer dans cette industrie, j'arrivais juste après l'énorme succès des comics américains du moment avec The Dark Knight, Watchmen et tout ça. J'ai passé à peu près 2 ans à me promener avec mon portfolio jusqu'à ce que j'obtienne finalement un boulot pour le Judge Dredd magazine. Ça a été à peu près mon premier vrai travail de BD professionnel. J'ai travaillé pour ce magazine à peu près pendant 1 an. L'année d'après, je suis allé chez Marvel UK, où on travaillait sous forme d'un comic mensuel. C'est ce qui m'a amené d'une certaine manière à mon premier boulot sur Mars Attacks, qui était ma première mini-série pour Top Comics, ce qui a évidemment mené aux X-Files, qui était aussi chez Top Comics. Et puis, après la fin des X-Files, il y a eu énormément de choses. Par où est-ce que je commence ?
La mort blanche fait partie de mes réalisations les plus chères, simplement grâce à tous les éléments qui ont fait d'elle ce qu'elle est. Pour faire court, ma première réaction pour La Mort blanche a été de ne pas faire un album en noir et blanc, mais de le réaliser dans un style différent. C'est un travail au fusain et à la craie sur papier gris pour reproduire le mieux possible l'atmosphère de la Première Guerre mondiale, sur le front italien, dans les montagnes. Robbie Morrison, le scénariste, a juste écrit un script phénoménal. Mais il y a également le fait que nous avons produit le livre initial nous-mêmes. Nous avons formé un petit groupe appelé les Cartoonistes Dangereux pour produire le livre. Il s'agissait vraiment d'un travail de groupe entre 5 et 6 personnes. Donc tous ces facteurs font que cela reste probablement la réalisation dont je suis le plus fier. Alors oui, bien sûr, je regarde ce travail aujourd'hui et je grince un peu des dents. C'est quelque chose que j'ai dessiné il y a 18 ou 19 ans, donc évidemment, je pense que j'ai dessiné de meilleures choses depuis, mais c'est un ensemble de choses. Je reste devant le livre et je pense juste, oui, c'était quelque chose d'autre. J'ai toujours aimé me donner des défis en tant qu'artiste et faire quelque chose de différent. Avec Corps de pierre, j'ai décidé de retirer toutes les ombres pour réaliser un pur travail de trait. Je devais vraiment être très attentif et faire tout de la manière la plus juste. Par exemple, je ne pouvais rien cacher derrière les ombres ou la couleur, dans lesquelles tu peux cacher un demi-visage. C'est une bonne tricherie parce que tu ne dois pas dessiner la moitié d'un visage, tu la mets simplement dans l'ombre. D'habitude, je fais des croquis très grossiers et ensuite je passe à l'ancrage. Je ne pouvais pas faire cela avec Corps de pierre parce que le crayon nécessite d'être très précis, tout comme les pinceaux. Je continue à penser qu'il s'agit d'une des meilleures choses que Joe Casey n'ait jamais écrites. Wendigo a été un travail intéressant parce qu'il était alimenté par mon amour pour la BD franco-belge. J'ai toujours été un très grand amateur de bande dessinée. Dès le moment où je suis allé à Angoulême, il y a des années de cela, avec des amis qui étaient fans. À ce moment-là, je ne connaissais que les œuvres d'Astérix, Tintin, Moebius, le magazine Métal Hurlant. Mais quand j'ai vu la variété et l'incroyable travail qui était réalisé par l'industrie belge et française, cela m'a apporté de nouvelles perspectives. J'étais motivé par l'ambition de travailler pour le marché français. Beaucoup trop d'artistes dans ce pays regardent toujours vers les États-Unis pour trouver du travail. Et je me demande souvent pourquoi ils ne se tourneraient pas de l'autre côté. Il y a seulement 50 km pour traverser le tunnel sous la Manche. Pourquoi avons-nous besoin de regarder 5000 km à travers l'Atlantique quand il y a cette incroyable industrie? Naturellement, l'industrie américaine reste dominée par les super-héros. Nous sommes constamment alimentés, en Amérique, en Angleterre, par la régurgitation des mêmes histoires, encore et encore. Si vous allez en Europe, vous voyez un grand nombre de genres différents, qui semblent tous bénéficier du même espace, du même respect. La qualité est différente, pas seulement celle du dessin, mais aussi la qualité de l'écriture et la qualité de l'impression. Mais le rythme du travail est également différent, ne fût-ce qu'à cause de leur nature. The Walking Dead, par exemple, est un comics mensuel. Initialement, c'est comme ça que c'est conçu. Les autres pays le voient comme un seul album, mais il en regroupe plusieurs. Je dois toujours fournir 22 pages par mois. Il faut toujours se dépêcher, c'est aussi simple que ça. Je ne peux pas me permettre le luxe de passer plusieurs jours sur une page, comme cela peut se faire dans la BD francophone. Je ne peux pas me permettre ce luxe, vous savez. Mon contrat pour Vampire State Building est prévu d'être fait sur une année. Je veux dire, pour moi, c'est un véritable luxe. 48 pages en un an. Il y a des avantages à cela, évidemment, parce que quand vous dessinez vraiment vite et vous allez de page en page, vous obtenez réellement un bon sens de l'histoire. Si vous passez des jours sur une page, vous pouvez tomber dans le piège de passer des heures à travailler sur une case et des petits détails
qui n'ont aucune incidence sur l'histoire, ni même une quelconque importance. Et vous tombez dans ce genre de piège dans lequel je pense beaucoup d'artistes se retrouvent, l'obsession de retravailler constamment son dessin. Donc, cela a aussi des inconvénients. Mais pour moi, pour le moment, c'est juste un luxe d'avoir la possibilité d'obtenir une si grande deadline et de ne pas se sentir pressé de réaliser une page en une demi-journée, par exemple. Il y a quelques projets sur lesquels je travaille actuellement. Certains sont des réimpressions, d'autres sont tout nouveaux. Delcourt vient de réimprimer mon travail sur Savage. J'ai commencé à travailler dessus avant The Walking Dead et je l'ai continué pendant les premières années où je travaillais sur The Walking Dead. Donc ça vient de sortir et c'est un bel album. Je suis en train de réaliser une série de 11 couvertures pour la réimpression de Astronauts in Trouble, qui est un livre sur lequel j'ai travaillé il y a très longtemps avec Larry Young. Je réalise une série de 11 couvertures qui sont toutes liées, ce qui est un défi très intéressant de les lier toutes entre elles. Et la chose la plus excitante que je vais faire, mis à part le fait de terminer un jour, j'espère, Passenger, est de commencer à dessiner un livre pour les éditions Soleil appelé Vampire State Building. Je n'ai pas vraiment besoin de vous raconter de quoi cela va parler. Le titre parle de lui-même. Il s'agira d'une série en 2 tomes et je suis très impatient de démarrer cela pour satisfaire mon envie de refaire de la bande dessinée après si longtemps. Et je pense que tout cela m'occupera facilement pendant les 2 prochaines années. Au-delà de ça, c'est difficile d'avoir une vue sur ce que je ferai. Je suis notamment toujours en train de parler avec Delcourt pour faire de nouvelles choses. Mais pour être honnête, pour le moment, si je peux juste continuer à dessiner The Walking Dead et faire un album franco-belge en parallèle, je serai le plus heureux. Parce que c'est à peu près l'idée que je me fais du paradis. Bonjour, bienvenue à tous au BD World de Waterloo, c'est donc la séquence coup de cœur. Aujourd'hui je vais vous parler de 3 BD. Il y a Les Beaux Jours de Zidrou et Jordi Lafèvre, Traquemage de Lupano et Rommel et on va finir avec Anna Anna pour les plus petits. Alors on va commencer par Les Beaux Étés de Zidrou et Jordi Lafèvre qui sont donc les 2 auteurs de Lydie et La Mondaine. Donc on retrouve avec grand plaisir dans cette saga familiale en fait. C'est une petite tranche de vie d'une famille dans le début des années 70 qui part en voyage. Voilà, c'est leur petit trip. Ils font du camping, ça sent bon l'été, ils partent à l'aventure. Et on découvre en fait, avec ces univers pleins de justesse et de poésie, les relations familiales qui sont chères à Zidrou et aussi les relations de couple, les questions, les doutes qui peuvent se mettre en place dans ces périodes où on part en vacances et il y a un peu de lâcher prise et on prend conscience de certaines choses. Voilà, c'est un très beau récit, c'est des très très belles ambiances, les couleurs sont magnifiques, ça sent le soleil et la crème solaire et c'est un vrai plaisir de le lire. Alors par contre, la petite différence par rapport aux autres BD de ces auteurs-là, c'est que c'est pas un one-shot, donc c'est un début de série et on aura le plaisir de retrouver toute la petite marmaille dans un 2e tome par la suite. Pour le 2e coup de cœur, on va donc parler de Traquemage du très célèbre maintenant Lupano, qui est l'auteur donc des Vieux Fourneaux, qui va nous parler d'un fantastique rural, comme ils le définissent. Alors,
L'histoire de base, c'est un petit peu bizarre, puisqu'on suit donc les aventures d'un monsieur qui fait des fromages de chèvre. Voilà, c'est sa vie, il a ses petites biquettes, il fait son fromage, il en est très fier. Sauf qu'au bout d'un moment, toutes ces biquettes se font attaquer par des orques ou par des aigles qui viennent des cieux, et là, il en a marre, quoi. C'est genre, c'est fini, moi je veux faire mon fromage, on me fout pas la paix, alors je vais déclarer la guerre à la magie et je vais aller tuer tous ces mages qui m'empêchent de faire mon petit fromage tranquillou. Et il part donc à la recherche de créatures fantastiques pour les exterminer, avec sa pauvre petite brebis Myrtille, qui est la seule rescapée de l'histoire. Alors, c'est complètement barré. C'est hyper délirant, on se dit un peu mais c'est quoi cette histoire au départ, et en fait c'est hyper drôle, c'est du barré mais c'est du bon barré, et c'est un vrai plaisir et une vraie surprise de lire cette BD. Voilà. Alors on termine cette séquence coup de cœur avec un petit coup de cœur pour les petits cette fois-ci. On va parler de Anna Anna, qui est donc la petite sœur super spitante de Pico Bog pour ceux qui connaissent. On la retrouve en fait dans des aventures du quotidien avec sa ribambelle de doudou. Alors c'est pas des extraordinaires aventures avec des monstres et des créatures et des choses comme ça, c'est juste des petites choses du quotidien, mais qui, avec l'imagination des petits, font que c'est de vraies petites aventures. C'est super chou. C'est un petit dessin à tomber et c'est plein d'humour, franchement, c'est à croquer. Et alors, pour ceux qui sont déjà fans de Anna Anna, Touffe de poils, Zigzag et j'en passe, eh bien, réjouissez-vous parce que le dernier tome vient de sortir et on suit les aventures des petits lascars qui vont prendre un drôle de bain cette fois-ci. Voilà, la séquence coup de cœur, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes BD. Et en attendant, on va retrouver Thibaut, qui est malheureusement en bien mauvaise posture. Thibaut, tout BD World est avec toi. C'était un pauvre type. Idiot et incompétent, mais je peux pas le laisser comme ça. Ah.